C'est parti. On peut y aller. Eh bien, bonsoir, bonsoir tout le monde, Erev Tov. Bon, Hachem, on reprend notre show hebdomadaire du lundi. On vient de passer du Tête qui se lève. Donc, peut-être que, avant de commencer notre shiur habituel, il serait bon de rappeler ce qu'il faut retenir de ce Rosh Hashanah de la Chassidoute. Et bon, Hachem, on a eu le mérite dans notre communauté de prendre sur soi, de faire ce que vieux usage Rabban, un vieux minag, qui est Chalukat Hashas. C'est diviser le, le Talmud entier, quoi, toute la Gemara, afin qu'elle soit lue dans l'année. Et Baruch Hashem, un responsable va donc s'en occuper et remplir donc toutes les cases afin que on ait le mérite dans notre Keila d'étudier tout le chasse. Donc, je suggère que dans toutes les kélotes, on puisse le faire. Et s'il faut joindre, associer deux ou plus de kélotes, alors pourquoi pas. Rav Mais il est bon que Zerbib, ça s'attache. je m'occupe de recevoir les gens. OK. S'attache donc à réunir tous ces gens qui veulent bien s'engager à faire une massacrette afin de pouvoir terminer le chasse. Je rappelle un second mina cravate aussi, qui c'est bon de régénérer, à savoir de finir une massacrette par an pour chacun d'entre nous. Pas tout le monde se sent, pas tout le monde se sent capable de le faire, mais sachez que maintenant, Baruch Hashem, on a le chasse à scroll qui a été traduit de l'anglais en hébreu et maintenant en français. Vous le trouvez pratiquement entier maintenant en français. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure solution. Vous me s'habituer à l'hébreu, à l'araméen, mais quoi qu'il en soit, vous avez une excellente traduction en français avec des explications. Donc, celui qui est prêt à s'investir, celui qui est prêt à étudier, il peut beaucoup étudier et vous avez au moins tous les concepts du chasse de la Gemara, même si on n'a pas tout le mot à mot, mais tous les concepts passeront et ceci augmente. Il ne faut pas vous imaginer à quel point donc l'ouverture de chacun d'entre nous de pouvoir aborder tous les sujets que nos sages nous ont déployés devant nous et dont le Rambam a fait un résumé, puisqu'il a pris donc toute la partie à la RIC. Et vous savez comment le Rabbi tient à ce que nous fassions le Rambam régulièrement. Avec le chasse aussi, ça donne une espèce de shlemut, de connaissance de Torah. Et même si tout n'est pas toujours clair dans notre tête, vous savez, le limoud Begirsa, Begirsa, ça veut dire en allant assez rapidement, mais en comprenant les concepts, l'ensemble des idées, même si on ne parvient pas à comprendre toutes les finesses que le Talmud nous présente. À passer comme ça le chasse en Bekiout, en Girsa, c'est aussi un grand Inyan. Donc, il est bon pour nous. C'est intéressant que ce minag ait été instauré. Et cette Kabbalah que l'on prend d'étudier le chasse tombe Yutet Kislev, le jour de Rosh Hashanah Chassidut. Ceci montre à quel point il y a union sacrée entre le Niglé de Torah, le chasse, en Arour, et Pinuta Torah, la Chassidut. Et bien sûr, à Yutet Kislev, se renforcer dans l'étude de la Chassidut, tâcher de faire au moins quelques minutes chaque jour. Vous pouvez faire nous avons maintenant le Tania, on a beaucoup d'explications. Tâchez de faire un petit peu Tania tous les jours, le Tania déjà de Ritat, et on a raconté à Yutet beaucoup d'histoires portées au Kinousa Shlochim, que des personnes qui avaient besoin vraiment de Yeshua, qui avaient besoin de tout, quoi, de parnassa, de santé, etc. Et bien le fait d'avoir pris sur eux d'étudier un pérec de Tania par jour, et avec l'habitude, ça peut être assez rapide, vous pouvez le lire en traduction, et d'excellentes traductions, vous avez des résumés qui sont faits maintenant, et donc ça permet au prochain d'être toujours investi dans la Torah, et ça c'est le corps du peuple d'Israël. La force du peuple d'Israël, les nations le savent, c'est le peuple du livre. Alors que pendant des milliers d'années, l'humanité était analphabète, sauf une élite, le peuple d'Israël n'a jamais été analphabète.
Israël a toujours appris, il y a toujours eu les Hadarim, les Keteb, etc. L'école où on apprenait à lire et à écrire. Un juif a toujours su lire et écrire. Et bien sûr, en approfondissant, on arrive ensuite après le Chumash, la Mishnah, la Gemara, etc. Et donc, ça fait un peuple Chacham Venavod, intelligent, perspicace. Voilà donc un petit rappel du Tet Kislev et de ses enseignements. Et bien sûr, avoir une attitude de chassid, à savoir étudier chassidut, avoir darka chassidim, ça veut dire le concept de Fabringen, de se réunir, de chanter, de boire, d'être besimcha, d'échanger avec mon prochain, ne pas garder parfois les angoisses qu'on peut avoir seul, les partager avec d'autres. Hein. Gaga Belivo, nous disent nos sages, il y a Sichena. Quand on a une angoisse, quand on a une inquiétude dans le cœur, il y a Sichena, deux sens à Sichena. D'abord, ici à Hadat, s'en débarrasser au maximum. Deuxième, Sicha Lachon Sicha, en parler. En parler, c'est déjà les trois quarts, sinon plus, du médicament, de la troufa. Voilà donc un petit rappel des jours que l'on vient de passer. Maintenant, au Hachem, on sait que le calendrier du mois de Kislev est extrêmement chargé. On passe donc de Rosh Hashanah Chatzidut au jour de lumière de Hanouka. Donc, dans 2 petits jours, on commence Hanouka. Donc, on va commencer donc à étudier ces halachot. Et comme je dis chaque année, En Bet HaMidrash Belo Chidush. Je m'adresse, je pense, à un public qui connaît ces halachot, mais quand on va au Bet HaMidrash, on ne ressort jamais vide. Il y a toujours un chidouche, toujours une nouveauté, toujours un point que l'on intègre plus. Toujours, toujours, toujours. Et quel que soit le niveau de la personne. Moi-même qui connais ça, qui ai étudié de nombreuses fois ça à la faute, à chaque fois que je les réétudie, je les réenseigne, je raffine ces connaissances, j'approfondis ces connaissances. Donc, tout le monde peut profiter, tout le monde peut réintégrer ces halachot et les enseignements profonds de Hanouka. On va commencer donc par une petite question sur Hanouka, une ou deux petites questions, hors halakha, et ensuite on va tâcher donc de revenir à nos halachot. Question traditionnelle que l'on pose sur Hanouka. Vous savez que la Gemara parle dans Hanouka de Meadrin, et puis de Meadrin Mina Meadrin. De nombreux pshatim, nombreuses explications. Le premier niveau, le premier niveau de Hanouka, c'est d'allumer une bougie par jour. Si on a 8 bougies, on allume une par jour, on est quitte. C'est le minimum. Il y a le hidour, c'est d'ajouter une bougie tous les jours. D'après Beth Shammai, on commence par le haut, par 8, puis on descend jusqu'à 1. D'après Beth Hillel, et comme ça c'est la halakha, on commence avec 1, on finit avec 8. Donc on est Ma'alim Bakodesh, on monte dans le Kodesh, et ça c'est un hidour. Chaque jour un peu mieux, chaque jour un peu plus. Le hidour mitzvah. Et c'est connu que Hanouka, c'est la fête du hidour mitzvah. On tâche de faire au mieux, avec la meilleure huile, avec tout le meilleur. Kol Chelel Hashem, la crème, c'est pour Hashem. La question qui est demandée, c'est quel est le remède? Où voit-on dans toute l'histoire de Hanouka, dans tous les miracles de Hanouka, où voit-on cette mise en évidence de ce concept de faire le top, de faire le mieux, de faire le hidour mitzvah? Où on voit cette chose-là? Je ne vais pas être main à rire, je ne vais pas longer, mais je veux dire le concept déjà l'idée, très très belle idée. Tout le miracle de Hanouka, je veux le dire brutalement, c'est un miracle inutile. On aurait pu s'en passer. Et j'explique. Comment on aurait pu s'en passer? Voilà qu'on a trouvé une fiole, et grâce à la fiole qui aurait dû durer pendant 24 heures, elle a duré pendant 8 jours. Donc il y a eu de nombreux jours de miracles. Donc on avait besoin de ce miracle pour allumer la Hanoukia. Toutes les huiles étaient impures, donc il fallait un miracle. Premier miracle, c'est déjà d'avoir trouvé une petite fiole.
Et comme expliquent nos commentateurs, il dit que cette fiole était en partie enterrée dans la terre, et quelque chose qui est lié à la terre ne prend pas la touma. Donc même que les Grecs ont tout fait pour purifier tout ce qui était pur chez nous, eh bien cette fiole est restée pure parce qu'elle était liée au sol. Après, nous expliquent les commentateurs, et puis Joshua et d'autres, que les personnes qui étaient impures ont manipulé cette fiole avec beaucoup de précautions, avec shooté kelietz, avec des espèces de baguettes en bois, une baguette en bois sans bête qui boule, ne sont pas Mekabel Touma, donc on pouvait la manipuler sans la rendre impure. Donc vous voyez, c'était toute une manipulation extrêmement complexe pour amener l'huile de cette fiole sur la menorah. Et donc c'est un très très beau miracle. Quel rapport avec le Hidur Mitzvah, qu'on dit que c'est la fête du Hidur Mitzvah? Eh bien, c'est la fête du Hidur Mitzvah tout simplement parce que ces miracles que Dieu a fait, à savoir la trouvaille de la fiole, trouver la fiole. Je ne parle pas de la victoire. La victoire contre l'ennemi, c'est le premier miracle, c'est évident. D'après certains, c'est la raison pour laquelle le premier jour, on fête Hanouka, le premier jour. Et les autres jours, c'est pour le miracle de l'huile. Et donc, le premier jour, ils ont trouvé cette fiole, et c'est un miracle. D'abord, la trouvaille, c'était un miracle. Et deuxièmement, le fait qu'elle aurait dû se consumer, eh bien, elle ne se consumait pas, elle a duré 8 jours. Certes, c'est un miracle, mais comme je disais, c'est un miracle inutile. Pourtant, un principe qui nous dit Lo avid kuchaveru, nisa le magena, le migna. Dieu ne fait pas un laisse pour rien. Or là, c'était pour rien. Et je répète encore une fois pour rien. Pourquoi pour rien? Eh bien, je vous dis, la lacha, c'est que le, la touma nitrate des rov tibour. Quand le rov du tibour, quand le rov du clan d'Israël est en état d'impureté, eh bien, il était impur depuis de nombreuses années. Il ne pouvait pas se purifier grâce à la cendre de la vache rousse avec les eaux lustrales. Ils étaient pratiquement tous impurs. Eh bien, quand le rov du clan d'Israël, la majorité du clan d'Israël est impur, il était tout à fait licite, permis, d'après la halakha, d'allumer avec de l'huile impure. Ça, il faut le savoir. Ils auraient pu prendre de l'huile du commerce, de l'huile d'olive, on va dire, de l'huile d'olive, de la bonne huile, mais impure. Pourquoi? Parce que quand tout le monde est impur, on ne s'empêche pas d'allumer la menorah avec de l'huile impure. Tout le monde est impur. Et la maille. On voit qu'Akash Baruch Hu a fait un miracle de nous faire trouver d'abord et de faire durer cette huile d'huile pendant 8 jours, afin que l'on fasse cette mitzvah, les hidour, pour pas qu'on fasse le minimum vital, à savoir allumer avec de l'huile impure, ce qui était tout à fait permis d'après la halakha. La halakha permet, Akash Baruch Hu, mishum chibatan d'Israël, ben Hashem, Hachem a montré l'amour qu'il avait du clan d'Israël. Il a fait un miracle, non pas pour qu'il fasse la mitzvah, mais pour qu'il fasse la mitzvah avec le hidour, que l'huile soit pure, qui n'était pas quelque chose d'indispensable pour l'accomplissement de la mitzvah. C'est très, très, très belle idée. Ça veut dire que Dieu a estimé que ce n'était pas pour rien, les Magana, comme j'ai dit tout à l'heure, que de faire un est, de faire un miracle, qu'une petite fiole de 24 heures du 8 jours, il a estimé que ça valait la peine de faire un miracle, non pas pour permettre l'allumage de la Hanoukia, ça de toute façon, c'était pas de la menorah, ça de toute façon, c'était permis avec le vin pur, mais pour qu'on le fasse avec tous les hidorim, en état de pureté. Premier point. Et donc, pour nous, l'enseignement c'est que chaque fête est là pour nous apporter ses enseignements, et un des enseignements forts de Hanouka, c'est que la vie d'un juif est une vie de hidour. Tout ce que l'on fait, kol chedev la Hashem. Toute la crème que l'on a, toutes les forces qu'on a, les meilleures, on doit les consacrer à Hachem. On a des forces pour bien prier, on prie bien. Et on ne donne pas notre chaleur, nos sentiments à autre chose que la voix Hachem. Vous allez dire, oui, c'est beaucoup, c'est trop, on n'est pas à ce niveau-là. Certes, on n'est pas à ce niveau-là, mais au niveau de le désirer et de faire un effort pour augmenter, ça oui, on est au niveau. On ne nous a pas mis une barre très, 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 très haute, on a mis une barre juste un petit peu au-dessus de ce que l'on est aujourd'hui. Doucement, doucement, Baruch Hashem, la barre est rehaussée.
Voilà donc le premier enseignement. Kol chelev Hashem, le mieux que l'on a en nous, Dieu fait un miracle pour qu'on fasse des choses de bonne qualité. On peut être quitte avec de la qualité moyenne et Dieu estime que ça vaut la peine. Alors, pourquoi Dieu va fendre, va briser les lois naturelles pour cela? J'ai pas besoin. S'il y a besoin, il y a besoin, mais s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais non, il a estimé que passer du niveau 1 au niveau du Hido, eh bien, ça valait la peine de faire un miracle. Ça, il faut bien, j'ai envie de vous dire, de macérer dans ce concept. Hein, comme quelquefois on passe quelques minutes en là à réfléchir à la grandeur d'Hachem, aux bontés d'Hachem, tout ce qu'il nous donne, ce qui nous intéresse rien pour nous. Des fois, macérer dans cette idée pour dire que Hanouka approche de nous, eh bien, on va tâcher de faire le top. Du mieux qu'on peut, encore une fois, du mieux qu'on peut. La paire de tefilines que j'ai est de bonne qualité, eh bien, il y a peut-être meilleure qualité. Le titit que j'ai, les herbes minimes, tout ce que j'ai, le vin du kidouche, tout ce qui est mitzvah doit être de bonne qualité. Voilà donc l'enseignement. Et comment ça se manifeste dans les faits? Dans les faits, bien précisément, c'est que on ne se contente pas d'une bougie par jour, on va de 1 à 8. Et le deuxième, Madrim, bon, pour cela, il y a beaucoup de discussions dans l'estime, c'est que on allume pour chacun des membres de la famille. Et donc, le mina, comme certains ont le mina, que les garçons allument, ceci, ça ajoute dans le Hidron Mitzvah. On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi des grands poskim qui disent que quand la maman allume à la maison parce que le mari est absent, le mari pourrait allumer dans un autre endroit, dans un lieu de travail, il n'est pas chez lui, il pourrait allumer à l'endroit où il est, avec bracha, midin, idon mitzvah. C'est un Troumat Hadeshen très très connu qui dit cette chose-là, c'est la protège que le mari peut faire, et il nous dit c'est midin, idon mitzvah. Ma femme, mon épouse, allume à la maison, dans ma maison, elle m'acquitte de mitzvah chez Begoufo, de la mitzvah de l'allumage, au même titre qu'elle, en allumant les bougies de Shabbat, elle m'acquitte de mon triomphe à moi. Eh bien, si je suis dans un autre endroit, je dors dans un autre endroit, un jour ou deux de Hanouka, je pourrais allumer moi-même avec bracha, midin, idur mitzvah. Comme ça dit le Troumat Hadeshen. Bon, il y a beaucoup d'explications sur ce din que je viens de dire, mais en tout cas, les mots sont marqués, comme je viens de vous le dire. Ensuite, je donnerai quelques détails sur le cas précédent d'une personne de la famille qui ne serait pas chez elle ce soir-là et dont le père allumerait chez eux, mais qui va dormir. Voilà, les filles du Beth Rivka, par exemple, qui vont passer une soirée ou deux chez une copine pour la fête de Hanouka. Comment fait-elle? Est-ce qu'elle quitte par l'allumage de son père ou elle doit rallumer à l'endroit où elle dort? On en parlera tout à l'heure. Voilà donc le premier point. Le deuxième point, alors c'est une devinette, si j'ose dire, avant de passer au halachot proprement dit. Une question que les enfants demandent, ils disent, mais le, le NES a duré 8 jours. Il y a 2 jours, donc il faut 8 jours pour obtenir de l'huile pure. Alors les enfants demandent, mais est-ce qu'il manquait d'olive pour faire une petite quantité d'huile d'olive? Il faut 8 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 8 fois 24 heures, c'est énorme. Pour faire un peu d'huile, vous mettez ça dans un pressoir, en quelques minutes, vous avez 1 litre d'huile d'olive, très très rapidement. Alors pourquoi fallait-il attendre 8 jours? C'est quoi ce lien de 8 jours? La réponse est facile, mais il faut la connaître. C'est une erreur de dire qu'il faille 8 jours pour avoir de l'huile d'olive. On en a en quelques minutes. Pourquoi fallait-il attendre 8 jours? Pourquoi Hachem a fait le nes de la fiole qui a duré 8 jours au lieu d'un seul jour? Il a fait ce nes parce que le clan d'Israël était en état d'impureté. Et donc, pour qu'eux-mêmes puissent se purifier, il y avait tout matmet, un certain nombre d'impuretés, qui demandaient une attente de 7-8 jours. Le 8e jour, on apportait un corban, le 7e jour, on trempait au mikvé, enfin, le 3e, 7e, on faisait des aspersions, toute une procédure hein, pour se rendre pur. Donc, l'attente de 8 jours n'avait rien à voir avec le temps de fabrication de l'huile. C'est tout simplement le temps que les personnes qui devaient s'occuper donc du chandelier, eh bien, il fallait qu'ils soient purs eux-mêmes, donc il fallait 8 jours. Et quand les 8 jours sont passés, rapidement, ils ont pu faire de l'huile pure. Voilà.
une petite devinette comme ça, que c'est bien de savoir, hein, posez la question autour de vous. Sachez que beaucoup de gens ignorent ce petit détail. Donc, c'est bien de le savoir. Maintenant, passons à la chôte proprement dit de Hanouka. Je vais passer celle que vous connaissez toutes rapidement, et puis on discutera sur les points qui demandent réflexion. Mi chayav, be'eze makom chayav, be'eze zman chayav. Qui, où et quand? Trois questions. Qui est chayav? Les hommes et les femmes, évidemment, et les femmes comme les hommes, et les enfants, midin chinour. Si les enfants sont adultes, ils ont obligation eux-mêmes. Si un garçon de plus de 13 ans et une fille de plus de 12 ans. Sinon, il y a un din de chinour. La question est posée. Nous savons que les mitzvot assez chez Azman Grama, les mitzvot positives qui dépendent du temps, cyclique, par exemple, la soukha, certain nombre de jours par an, les abats minimes, ou lave, certain nombre de jours par an, pas toute l'année, c'est pas perpétuel. Les tfilines, la semaine, mais pas Shabbat. Le talit, on met le jour et pas la nuit, soutium. Toutes ces mitzvot-là, donc, qui dépendent du temps, qui sont cycliques, les femmes en sont dispensées, comme vous le savez. Mitzvah attachée chez Azman Grama, que le temps amène, sont dispensées. Or, Hanouka et Purim, ce sont des fêtes qui dépendent du temps, elles sont cycliques. Une fois par an, on fait 8 jours de Hanouka, une fois par an, on fait un jour de Purim. Comment se fait-il que les femmes sont chayavot de ces deux mitzvot? Purim pareil aussi, le Megillah, ainsi de suite, le Mishté, toutes les mitzvot de Purim. Qu'y a-t-il de particulier? Il y a deux raisons. C'est des discussions dans nos Rishonim. Deux raisons. La première, c'est que les femmes étaient concernées par les xérotes terribles que subissaient nos frères, l'Israël. Hanouka, toutes sortes de xérotes contre le clan d'Israël, et les femmes étaient incluses, bien sûr. À Purim, c'est pareil aussi. Achashverosh et Aman voulaient la destruction totale du clan d'Israël. Totale. Pas seulement les hommes. Donc, puisque les Nes de Purim et les Nes de Hanouka a sauvé et les hommes et les femmes, et les enfants aussi, donc les femmes sont partie prenante dans le Nes. Puisqu'elles sont partie prenante dans le Nes, donc elles sont chayavot de remercier Dieu, d'allumer les bougies, ou bien de faire le michté à Purim. Ça, c'est la première raison. Elles étaient concernées par l'immense miracle qu'il y a eu ce jour-là. Deuxième raison, c'est que dans les deux cas, les femmes ont été le moteur, si on peut dire, l'instigatrice du NES. Bon, dans Purim, ça, pas besoin de donner de grosses explications. On sait bien que le miracle, c'est le miracle d'Esther, c'est l'intervention d'Esther. C'était l'héroïne de l'histoire, hein, comme vous le savez. Et donc, étant l'héroïne de l'histoire, et par elle, tous les nissim sont passés, donc il est clair que les femmes sont tenues de faire l'émission de Purim. Et pareil aussi, l'histoire de Judith et Holoferne. Elle avait tué un général, etc. On raconte beaucoup d'histoires comme ça, que beaucoup de nissim ont été accomplis par une femme et par des femmes, et donc elles sont partie prenante dans ce NES, et donc ça fait. Ce qui veut dire qu'une femme qui est seule, qui vit seule, eh bien, elle est tenue d'allumer. On ne peut pas dire je n'allume pas. Alors qu'à Sukkot, une femme qui vivrait seule, bon, ben, si elle n'achète pas les 4 midim, si elle ne mange pas dans la soukha, elle ne fait aucune avéra. Elle n'a aucune obligation. Une femme qui vit seule, qui ne met pas les tefilines, elle ne transgresse rien. Alors qu'une femme qui n'allume pas les bougies de Hanouka, elle transgresse une mitzvah, certes des rabbanan, c'est une mitzvah des rabbanan, mais c'est une mitzvah, c'est une obligation. La femme doit allumer. Alors, je me permets de vous apporter un cas qui m'a été soumis. Il y a une grand-maman, une grand-mère, qui va passer un soir dans sa famille. Et elle a même passé tout Shabbat dans sa famille. Ayant dormi chez ses enfants, donc elle a allumé sa Hanoukia chez ses enfants vendredi soir. Et puis le samedi soir,
Eh bien, la famille a allumé la Hanoukia et puis ça a chanté, on a mangé des beignets, etc., etc. Et puis le fils, donc, le père de famille, a accompagné sa maman chez elle, a passé Shabbat chez son fils, puis elle est allée chez elle. Et bien le fils a dit à sa maman, voilà, maintenant tu dois allumer ta Hanoukia. Il me dit, mais mon fils, pourquoi je vais la rallumer? On a passé 2 heures chez toi, j'ai assisté à l'allumage, on a mangé des beignets, j'ai entendu les brachot et tout. Il dit, certes, mais d'abord, en tant que femme, tu as l'obligation, et tu dois, l'obligation d'allumer, c'est béto, dans sa maison. Ta maison, c'est là où tu dors. Certes, tu as passé le début de la soirée dans une autre maison que la tienne, mais en rejoignant ta maison, ben, tu vas là-bas et tu allumes avec bras. Voilà. Donc les femmes sont tenues de le faire. Et la raison de débat, si vous faites Mipsaïm, hein, beaucoup de gens vont faire Mipsaïm et dans les hôpitaux et dans les endroits. Si on va rendre visite des dames, des grands-mères, des malades, on leur fait allumer avec bracha. Elles sont tenues d'allumer comme les hommes. Bon, je rajoute même que si vraiment elles sont dans l'incapacité d'allumer, ça arrive parfois. Si bien sûr elles ont toute leur tête, on peut faire l'allumage pour elles en tant que chéria. Vous demandez donc au malade, est-ce que je peux allumer pour vous? Vous dites oui. Vous dites voilà, nomme-moi chéria, et vous allumez donc les bougies là où elle est. Bon, je sais que dans les hôpitaux, c'est pas toujours évident, hein, c'est compliqué d'allumer, ils ne laissent pas allumer des bougies. Dans de nombreux cas, il y a des endroits dans la salle de réunion où ils permettent de fumer. De moins en moins de nos jours, mais bon, il faut trouver un endroit où allumer, où il est permis d'allumer. Donc ça, c'est la première question, à savoir qui doit allumer. Maintenant, deuxième question, c'est le makom, où on allume. Ça aussi, vous le savez tous. On allume dans l'endroit où on peut faire davantage de pirsoumanes, de diffusion du miracle. À l'époque de la Gemara, on mettait ça à l'extérieur, carrément à l'extérieur, pour que tous les passants voient l'allumage. C'est un mina qui est en train de se répandre en Israël, dans beaucoup d'endroits. Maintenant, les gens les allument à l'extérieur, comme vous le savez. Le minac chassidique, c'est quand même de garder le minac d'allumer à la maison à l'intérieur. Dans l'endroit où il y a le plus de monde, à la salle à manger en face de par exemple, en face de la mezouza. Si c'est en face de la mezouza, de la porte d'entrée, oui, mais si c'est devant un couloir où le couloir est loin de l'endroit où tout le monde est assis, il faut mettre l'endroit où tout le monde profite de la chose. Si on peut allumer devant une fenêtre, si vous avez une grande baie vitrée qui est vue de l'extérieur, c'est bien aussi, afin que le pirsoumanès se fait, afin que la diffusion se fasse. C'est une bonne chose. Donc, dans l'endroit où on peut faire le plus de pirsoumanès, et je reviens sur le mot que j'ai dit tout à l'heure, à savoir c'est sa maison. On continue la maison. Maintenant, si vous êtes invité à passer une nuit chez des amis, cette nuit-là, ça devient votre maison. Donc, vous pouvez allumer chez l'ami si vous passez une journée entière là-bas, vous dormez là-bas, donc ça devient votre maison. Mais sinon, il faut toujours s'arranger pour allumer dans sa propre maison. Maintenant, est-ce que c'est cher? Une question qui est demandée souvent. Est-ce que c'est cher d'allumer, on va dire, dans la rue, dans une salle de fête? Est-ce que ça existe, ce concept? Ou bien non, c'est lié à la maison. Quelqu'un qui n'aurait pas de maison, bah, il serait exempté de l'allumage. Alors, sachez que ce point, c'est une grande divergence d'opinion dans les post-it. Je vous donne la version de ceux qui sont Mechayev et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et sachez que c'est un cas qui n'est pas du tout théorique. Au Hachem, nous avons tous des maisons, mais on peut être sans maison pendant une journée de Hanouka. Comment? Eh bien, tout simplement, en France, on a souvent ce cas, souvent des jeunes gens, des jeunes filles qui vont à New York, qui vont en Cévennes, en Chadrabi. Mais la plupart des cas, elles rentrent à la maison, elles rejoignent leur maison en France. Je pense que c'est en Israël aussi. Pendant la fête de Hanouka, c'est très compliqué parce que dans la famille dans laquelle ils étaient hébergés, dans la chambre d'hôtel où ils étaient, il faut la quitter assez tôt pour pouvoir prendre le bus ou le taxi, aller à l'aéroport, tu prends l'avion et rentrer en France. Eh bien, dans les métiers, dans les faits, le taxi se prend à 3h, 4h de l'après-midi. Après, on se retrouve à l'aéroport.
Après, on prend l'avion, on arrive au petit matin, l'heure est déjà passée. Tout à l'heure, je vais parler de l'heure, de la tranche de temps, on peut allumer. Cela veut dire que cette personne-là, pendant la tranche de temps où il y a l'obligation d'allumer, je veux dire en gros, hein, très gros, c'est de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures, 7 heures du matin. Faites compte, ça fait 14 heures, on va dire, au sens large, en gros. Et ben, pendant cette tranche de temps, une personne peut être complètement à l'extérieur. Un autre qui m'a dit, moi, je vais aller, j'ai un travail à faire, je dois prendre la voiture à Paris à 3 heures de l'après-midi et je vais aller dans le sud de l'Espagne. Donc, il va être pendant bonne partie de la journée en voiture. Donc, pendant le temps où on est censé allumer, il est sur l'autoroute. Mais sachez que le concept d'allumer dehors existe quand une personne n'a pas de maison. Et j'insiste, quand il n'a pas de maison. Pendant ce temps-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de maison du tout, bien sûr, il y a une maison. Mais dans la mesure où la famille, là, on parlera après s'il y a quelqu'un à la maison qui peut allumer pour lui, c'est autre chose. Mais disons que c'est un célibataire, ou bien c'est toute une famille qui voyage. Donc on est en voyage. Bien, le concept existe que si on n'a pas de maison, on peut allumer à l'extérieur. Donc on s'arrêtera sur une aire de repos, sur l'autoroute, à la bonne heure, dont on parlera tout à l'heure. On s'allume, on s'assoit, on allume, on fait la bracha, on chante, on peut manger des beignets ou autre chose. On reste à la demi-heure minimale prévue par la rara, puis on prend la route. Et on allumait carrément à l'extérieur. Un autre cas concret, je vous parle des cas concrets que j'ai eus les dernières années. Une personne qui quitte, alors prenons un cas précis, c'est plus parlant, il quitte Paris à 3 heures de l'après-midi, il va à Strasbourg, un mariage d'un grand ami à lui. Donc il est sur la route jusqu'à 6 heures, 7 heures, puis il est dans la salle de fête, puis il danse, ils finissent vers 2 heures du matin, et à 2 heures du matin, ils sont 2 ou 3 à se relayer, ils prennent la voiture, ils rentrent à Paris. Donc ils n'ont pas de maison pendant ce temps-là. Et bien ces personnes peuvent, dans la salle de fête, la salle de mariage, allumer une Hanoukia de Chiyuv. Je ne parle pas d'Hanoukia que l'on allume les Pirsominissa, comme à l'image de l'allumage que l'on fait à la choule, qui est permis, même que personne n'est quitte de cet allumage, ou l'allumage que l'on fait à Paris, alors à la Tour Eiffel, vous savez, tout le monde fait des allumages publics. Bien, et on dit à tout le monde que personne n'est quitte. Mais il y a un cas hors norme, où une personne peut s'acquitter. Cette personne, pendant tout le temps où on est censé allumer, il n'est pas chez lui, il est à l'extérieur. Il ne dort pas chez lui. Il dort nulle part. Pas qu'il ne dort pas chez lui, il dort nulle part. Tout le temps réveillé, debout, il somnole, mais il n'a pas de domicile fixe ce jour-là. Eh bien, il pourra allumer à la salle, il pourrait dire même aux gens, voilà, venez, dites amène à mon allumage, je fais un allumage de Chiyuv. Et moi, je suis quitte parce que je n'ai pas de maison pendant cette prière. Voilà, c'est des cas un peu spéciaux, mais c'est bon de les connaître. Et je finis avec le Zman, et puis je vais passer à vos questions. Donc, on a dit qui, on a dit où, maintenant c'est quand. L'heure la plus tôt, c'est vraiment Bédiavad, hein, cette heure-là, c'est vraiment des cas exceptionnels. On pourrait allumer à partir du Plag Mincha. Plag Mincha, en France, c'est aux alentours de 4 heures, 16 heures, 16h15. Hein, ça ne varie pas tellement chaque année, mais c'est aux alentours. Puis, on continue dans le calendrier, on arrive à la Shkia. Je parle toujours des heures de la région parisienne, hein, donc chacun adoptera. Donc, à le Plag, c'est cachère, mais c'est Bédiavad de Bédiavad. L'heure Khatrila, la bonne heure, pour les Chabad, et dans le monde ashkénaze en général, c'est de l'ashkia. L'ashkia, donc, par définition, c'est l'heure où la boule du soleil se cache entièrement derrière l'horizon. C'est 17 heures dans la région parisienne à peu près. 17 heures à peu près. À partir de 17 heures, c'est la meilleure heure. Même un peu plus tard, c'est mieux. Il y a un conseil qui s'appelle Shkia Shnia, etc. C'est, on va dire 17h15, 17h20, c'est encore top. C'est très bien que pas tout le monde peut se permettre d'allumer à ces heures-là. Il y a les enfants qui sont à l'école, on a le travail. Je suis en train de vous dire le cas idéal.
Si on peut, voilà, c'est la meilleure heure. Tâche de m'arranger, d'allumer comme ça vers 15h, 17h15, parfois un peu plus tôt, parfois un peu plus tard, mais dans ces eaux-là. Le minhag des Sfaradim, après le Beth Yosef, Mechaber, Franaro, c'est la sortie des étoiles, c'est un Kochavim. C'est à peu près vers 17h45, 6h moins quart. Donc, si vous voulez, c'est entre 3/4 d'heure et une demi-heure plus tard que notre minagano. Et vous savez tous que les Sfaradim ont l'habitude, en tout cas dans les chivotes, dans les endroits où on peut le faire, c'est d'abord de faire Arvit, parce qu'il y a la mitzvah de Kriyat Shema que l'on dit en premier, et il y a un principe qui dit une mitzvah fréquente et une mitzvah moins fréquente, on commence toujours par la plus fréquente. Tadir, veno tadir, tadir kodem. Fréquente et pas fréquente, fréquente à la préserve. Donc ils font Kriyat Shema Arvit rapidement, et puis ils courent chez eux pour allumer dans la demi-heure au mieux, même si c'est possible plus tôt, après la sortie des étoiles. Voilà, donc je continue sur le calendrier. Maintenant, vous allez me dire, bon, ça c'est joli, mais bon, la majorité des gens rentrent à 6h, 7h, 8h du travail. Il est clair qu'après, ça reste encore caché à l'Echatrila. Ça reste caché à l'Echatrila. Question qui souvent demandée, est-ce que ça vaut la peine que le papa allume, par exemple, si ses enfants ne sont pas là, il met à 5h15, et la famille qui vient plus tard. Il est clair que l'allumer en famille, c'est quand même rachouv. C'est plus rachouv que d'allumer pile à l'heure idéale, vous voyez, allumer en famille. Maintenant, on a 17h, 8h, 9h, jusqu'à quand? Bon, l'Agma nous dit, ah, chez Tchler, Gaminachou, il n'y a plus personne à l'extérieur. Ben, ça, c'est vraiment très variable. Si vous habitez dans un endroit, on est en banlieue ici, il n'y a plus personne à partir de 8h. Alors, vous allez à Paris, il y a des rues où toute la nuit, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est variable. Mais une chose est certaine, les Khatrila, il ne faut pas dépasser Khatzot. Dans nos régions, Khatzot, c'est 1h moins 10 de la nuit. Il ne faut pas dépasser Khatzot. Khatrila. Beaucoup de poskim, il ne faut pas dépasser Khatzot. Donc, jusqu'à, on va dire, on tâche de faire, à partir de 6h, on tâche de faire le plus tôt, c'est le mieux. Si on arrive à Khatzot, ça devient problématique. Ok, ça devient problématique, mais est-ce que ça veut dire que c'est Meakem, on ne pourra pas allumer? Je dis non, on peut allumer. On peut allumer jusqu'à l'aube, jusqu'à Hamoud HaShachar. Mais faites attention, si vous l'allumez avec bracha, il faut allumer une demi-heure avant, de telle sorte que vos bougies brûlent pendant le temps du rio, c'est obligatoire. Donc, si c'est 7h, si l'aube c'est à 7h, il faut allumer avant 6h30. Maintenant, sur ce, il y a une très grosse deuxième marloquette, je me sens obligé de vous dire. Magan Abraham dit qu'il y a une obligation de réveiller sa famille. Réveiller sa famille, sinon on allume son bracha. Bon, beaucoup d'autres posquiers, mais parmi eux, Rav Moshe Feinstein n'est pas d'accord là-dessus. Il dit non, bon, s'il peut réveiller sa famille à Rezé Meshoubar, tant mieux, mais c'est pas pire que s'il y a un célibataire qui est tout seul, bah, il allume, même s'il n'y a pas de famille, il allume. En tout cas, voilà, sachez qu'il y a une discussion là-dessus. Vous ferez comme votre rave personnel vous dira. Et si vous considérez que je suis votre rave, alors vous pourrez allumer. Vous pouvez allumer donc jusqu'à l'aube, une demi-heure avant l'aube, même si la famille n'est pas réveillée. Si on peut la réveiller, ben, c'est sûr que c'est mieux, mais on peut quand même allumer. Il y a beaucoup de postim qui disent qu'on peut aussi allumer. Voilà donc sur les heures. Donc on a vu qui est chayav, où on allume et les heures. J'ai fait un tableau succinct, résumé. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer donc aux questions un petit peu plus pointues? Oui, bonsoir Rav. Euh, une connaissance à moi m'a posé la question suivante. Il organise une fête de Hanouka avec plusieurs familles chez lui et lorsqu'elle arrive l'heure de l'allumage, il allume. Il voudrait donner une Hanoukia, allumer une Hanoukia pour chaque famille. Est-ce qu'il peut le faire dans la maison? Est-ce que ces familles vont rentrer chez elles dormir? Oui. Après, elles retournent chez elles, oui. Alors, il faut absolument qu'elles allument chez elles, ces familles.
elles peuvent participer à la mitzvah, elles peuvent manger des gâteaux, faire des shirim vetishpachot, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, on est quitte dans sa propre maison. Donc, Oui, c'est bien qu'ils aient assisté, hein, c'est une bonne chose, mais c'est un chiyuv qui est lié, c'est un chiyuv baït. Donc, oui, il faut allumer chez eux. ok, Bon, pas d'accord. que ce soit chez moi, hein, de toute façon, les gens comprennent très bien, hein. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la maman qui a passé Shabbat, la grand-mère qui a passé Shabbat chez son fils, et puis le fils a rappelé chez elle à 10h ou 11h du soir, eh ben, il l'a fait allumer, c'est tout. Et tu allumes dans ta maison. Si la maman en question avait dormi samedi soir chez son fils, elle était quitte par Oui, l'allumage, mais dans la mesure où elle dort chez elle, donc elle allume chez elle. Voilà. ok, merci. Et ça, il faut insister, faut Miftaïm. C'est important. Oui, Les gens, ouais, des gens disent, mais nous, on est resté 2 heures, on a fait la fête et tout, ils ne sont pas motivés, vous voyez, il faut les motiver. Il faut leur dire, oui, faut allumer chez vous. oui. Voilà. Bonsoir. Autre Bonsoir, question, Rav. bonsoir, madame. Allez-y. Alors, petite question. Si une maman, elle allume, elle doit allumer donc chez elle donc les bougies de Hanouka et avant Shabbat, il y a son fils qui vient, qui va rentrer, qui va passer la reste des fêtes avec elle. Est-ce qu'elle continue à allumer les bougies ou elle les quitte par son fils? Attendez, donc, c'est une maman, il n'y a pas de papa dans cette famille? Non, non. Bon, donc c'est une maman qui a son fils. Qui a quel âge le fils? Ah, il est grand. C'est un Il grand a fils. 5. Oui, il est grand. D'accord, et il va dormir avec sa maman. Oui, il va dormir après. Les premiers jours, il n'est pas là, mais à partir du troisième soir, du deuxième soir, il sera là. Donc, il sera avec nous. Donc, la maman, de toute façon, a l'obligation d'allumer son chiyuv personnel. Mhm. Maintenant, le fils, normalement, il doit être là à l'heure chez sa maman et il allumera aussi chez sa maman. Il dort chez elle, mais puisqu'il dort chez elle, il a son chiyuv chez elle, chez la maman. Ah, mais elle, Voilà. elle continuera à allumer les bougies, quoi qu'il en soit. Ah oui, maintenant, D'accord. non, non, je précise. Si elle a envie, la maman, elle va fournir les nerfs light à son fils, elle lui dit, ben, écoute, tu vas allumer et pour toi et pour moi. Ça peut exister, mais c'est pas la peine. C'est mieux qu'elle allume sa Hanoukia. Puis de toute façon, si elle est seule le reste des jours, une partie des jours, donc elle allume sa Hanoukia à elle. Et le fils, dès qu'il arrive, il allumera chez la sienne. Il n'y a aucun problème. C'est pas pire que quand vous avez des grandes familles et il y a 5 ou 6 garçons, bah, tout le monde allume, hein. Il n'y a aucun problème. Tous les garçons, Non, ils mais allument. comme c'est une femme, c'est pour ça que je vous posais la question. Non, C'est non, parce que. c'est très bien votre question, madame. C'est que j'ai expliqué la première partie, rappelez-vous, c'est mi-chayav. La femme est Mm, aussi chayav que l'homme. mm. Pareil. Donc, alors quand le mari est là, bon, pour les Nechot Shabbat, c'est la maman qui a la présence en quelque sorte, hein, qui a la priorité, et comme ça, elle acquitte son mari. Mais pour Hanouka, la priorité, c'est pour le mari, elle acquitte sa femme. Mais ils sont chayav au même niveau, les deux. Oui. Donc, par contre, si elle a sa fille qui habite tout le temps avec elle, c'est quoi qu'il en soit, c'est la maman qui allume les bougies, c'est pas la Voilà, fille, hein. elle est quitte D'accord. avec l'allumage de sa maman. De sa maman. Ok. D'accord. Faites attention, Merci hein, beaucoup. comprenez bien comment ça marche. Imaginons que la maman ne soit pas là, et donc il y a le fils qui va venir, il va allumer. Il faut faire attention parce que le fils n'est pas le chef de famille à l'occasion. Il est invité chez sa maman. Donc, Oui. quand il va faire son allumage à lui, s'il n'a pas la kavana d'acquitter sa sœur sera pas quitte. Vous voyez la nuance. Mhm. La D'accord. maman, elle acquitte sa fille parce que c'est la maîtresse de maison, elle est la place du papa. Quand il y a le papa, il acquitte tout le monde. Cette maman-là, bon, il n'y a pas de mari, donc elle acquitte tout le monde. Mais le frère qui vient comme ça, qui n'est pas le chef de famille, il vient comme ça par hasard, il ne s'acquittera que lui, mais il ne va pas quitter les autres, sauf s'il a la kavana, alors c'est autre chose. La kavana, Mm. alors il faudra penser qu'il va partager la propriété de l'huile, la baalout du shemen à sa sœur, etc. D'ailleurs, il faudra dire à sa sœur de lever un petit peu l'huile pour l'acquérir, et là, il allumera pour lui et pour sa sœur. Ouais, Mais oui, d'accord, c'est ça. Mais c'est pas voilà, pour la maman, quoi qu'il en soit, elle allumera. D'accord. absolument, absolument. Ok, génial. Merci beaucoup. Allez-y, autre question, messieurs, dames, n'hésitez pas. S'il vous plaît, oui, bonsoir. Si ma mère, elle dort chez nous vendredi soir, donc elle passe tout le Shabbat avec nous, mais le samedi soir, elle rentre chez Grand chez elle. elle. Alors, donc, par le principe que alors, le fait qu'elle ait passé tout le vendredi soir, bon, avec nous l'allumage, tout ça, et puis tout le samedi,
si elle rentre le samedi soir, il faudrait quand même qu'elle allume chez elle. C'est exactement c'est une halakha que j'ai citée tout à l'heure, exactement. Bon, Dans la mesure et où elle dort chez son fils Shabbat, donc le vendredi soir, c'est le début de Shabbat, elle est incluse dans la famille. Elle dort là-bas, donc elle allume chez son fils. Elle allume chez son fils. Mais dès l'instant qu'elle rentre chez elle, même un peu tard, à 10h, 11h du soir, le fils la ramène chez elle, donc elle récupère, elle réitère sa maison, donc son chiyuv, c'est dans sa maison maintenant, donc elle allume. d'accord. Et si par exemple le samedi soir, elle allume avec nous là, chez nous, et après elle rentre, il faudrait quand même qu'elle réallume. Normalement, écoutez, je vais vous dire, sur ce point que vous venez de citer, il y a une marque loquette. Moi, pendant de très nombreuses années, j'ai toujours dit qu'elle rallumait chez elle. Ces derniers temps, j'ai vu certains qui voudraient dire que si vraiment elle a passé la majorité de la soirée du samedi soir avec sa famille, elle pourrait être quitte. Mais je reste convaincu quand même Oui. qu'il faut la faire allumer chez elle. D'accord. Alors, et maintenant chez elle, quand je l'accompagne, si elle me demande de moi d'allumer, moi j'aurais Aucun problème. déjà fait chez moi. Aucun Comme... problème. Vous êtes son chaliard, vous pouvez allumer chez 10 familles si vous voulez. Dans la mesure où vous êtes chaliard à chaque fois, vous pouvez recommencer la mitzvah pour la personne qui vous nomme, pour le méchaliard. Et je dis le nom d'Hachem. Tout. Vous êtes chaliard, aucun problème. Donc, Allez, disons, vendredi soir, vous allez faire, vous avez 10 amis, vous allez dans 10 maisons pour leur faire le kidouche. Ils ne savent pas faire kidouche. Vous avez le droit de faire 10 fois le kidouche. Sans problème. d'accord, d'accord. Voilà. Et par contre, bah tiens, vous parliez du kidouche. Par contre, si on a fait le kidouche à la choule, euh, est-ce Vendredi que c'est soir, conseillé? Non, le samedi, midi, euh, ouais. le samedi après Moussaf. Euh, d'accord. Alors, et que on a eu l'intention de s'acquitter, d'après ce que vous dites, on peut refaire après le À la kidouche. maison, bien sûr, donc on peut faire à la maison. À la vérité, je ne vous cache pas que pour le samedi midi, il n'y a même pas une question. Ça commence Ouais, même pas. C'est quoi qui douche? C'est Boré Père et Geffen. Vous pouvez toujours faire Boré Geffen pour votre épouse, il n'y a aucun problème. Quand vous allez chez vous, vous avez fait un chèque, donc vous refaites à Geffen, même pour ouais. vous, pour votre femme, donc il n'y a aucun problème. Le chidouche, c'est le vendredi soir. Si vous allez dire, Baou Chata Hashem et Kadesh Hashbat, vous allez refaire des brachot plusieurs fois. Voilà. Et quand Mm. même, dans la mesure où chacun des personnes, c'est votre mère et votre soeur, votre grand-mère, etc., dans plusieurs maisons vous allez, eh bien, vous avez parfaitement le droit de recommencer le kidouche midi, chômé à table, c'est tout. Vous êtes chaliard de la personne qui vous nomme. Ok, merci beaucoup. Voilà. Bientôt. Allez-y, autre question? Pas de questions? Alors, je vais donc ajouter quelques halakhot, en notant votre temps court très vite. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est une halakha pas fréquente, mais c'est bien de la connaître parce qu'elle fait appel à de nombreuses notions. J'ai eu l'occasion d'être confronté au problème suivant, une personne qui avait allumé la première bougie de Hanouka, c'était le troisième ou quatrième jour, et puis pris dans ses préparatifs et dans ses cavanotes, etc., etc., il a allumé, même il chantait, etc. Il a allumé la première bougie, il n'a pas fait la bracha. Il a allumé. Ah, il se rappelle, il dit, voilà, qu'est-ce que je fais? Je l'éteins, mais je ne peux pas l'éteindre. Si je l'éteins, j'aurais fait une bracha et vatala. Et pardon, je n'avais pas fait de bracha. Je l'éteins, mais normalement, c'est un allumage de chiyuv. Et on a un klal dans la halacha, c'est que à bracha aname akevet. Le manque de bracha n'empêche pas l'accomplissement de la mitzvah. Et faire la bracha sur le deuxième, il y a un autre problème. C'est que je suis désacquis de l'allumage. Je vais expliquer, mais dans la mesure où je suis quitte de l'allumage, je n'ai pas le droit de faire une bracha sur la deuxième bougie ou la troisième bougie. Dans la mesure où je suis quitte avec une. Alors, pour bien comprendre la question, tâchez de bien préciser. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, chaque jour de Hanouka, on pourrait être quitte avec qu'une seule bougie, une seule fiole d'huile, une seule. Et le fait de rajouter, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, Idur Mitzvah.
Donc, dans la mesure où j'ai déjà allumé ma première bougie, certes, j'ai oublié la bracha, mais la mitzvah de Adlakat Nerot Hanouka, je l'ai faite. Je suis quitte de la mitzvah essentielle de Adlakat Nerot Hanouka. Puisque je suis quitte, refaire une bracha sur la deuxième, que j'amène rien que parce que, comme on a expliqué, Ido Mitzvah, c'est bracha et batala. Prenons un exemple pour que tout le monde comprenne. On a une mitzvah qui s'appelle prendre des arba minimes, les trov, goulav, etc. Et puis on fait les mianouim, etc. Avant de faire cette chose-là, on fait une bracha, Baruch atah Hashem, Mashiach Kiddush Shanu Tzvanu, à l'etikaloulav. Alors, j'ai vu une fois une personne qui a trouvé les arba minimes sur la table, il les a pris, il était tout content, il dit, ah là, regardez, il les brandissait comme ça, il faisait tous les mianouim avec. Mais je dis, malheureux, mais tu quittes maintenant. Mais ben, tant mieux. Ah ben, pas tant mieux, parce que tu n'as pas fait de bracha. Ah ben, si je n'ai pas fait de bracha, je ne suis pas quitte. Eh ben non. Tu es quitte, parce que à bracha, ena meakevet. L'absence de bracha n'est pas un empêchement pour l'accomplissement de la mitzvah. Donc tu es quitte. Donc tu as perdu la bracha. Ça ne sert à rien de la faire, ça ne sert à rien. Donc revenons à ma question. Comme je l'ai déjà dit, allumer une seule bougie, même le 8e jour, on est déjà quitte. Alors pourquoi j'allume de 2 à 7, de 2 à 8? Pour faire un embellissement de la mitzvah, pour faire une mitzvah. Alors, on me pose la question, oui, d'accord, mais le fait d'allumer la deuxième, c'est aussi une mitzvah, peut-être moins importante que celle de la première. C'est aussi une mitzvah. Donc, dans le Shulchan Aruch, on fait une mitzvah, on ajoute, et il faut ajouter, etc., etc. Donc, peut-être ceci amène une bracha sur la deuxième. Mais à cette chez-là que je pose, je vous donne la réponse brutale et l'idée la plus forte pour expliquer et interpréter la réponse. La réponse est qu'on peut, oui, faire la bracha sur la deuxième, ou même la troisième, ou la quatrième. Il a allumé 4 bougies sans bracha, la cinquième, il allume la bracha. Ah, comment ça se fait? Il est quitte déjà. Si j'ai pris l'arba minime, comme j'ai dit tout à l'heure, sans bracha, que ensuite je le reprends et je fais la bracha, je fais la bracha de matana. Rien. Je suis quitte déjà, je ne peux pas refaire la bracha. J'ai envie de, voilà, encore un exemple. On a la mitzvah de Megillah. Une personne qui quitte de la Megillah, il a écouté la Megillah, il n'a pas entendu la bracha. Alors il dit, ben, je vais faire la bracha et relire la Megillah. Bracha de Vatana. Tu quittes de la lecture de la Megillah, tu ne peux pas faire une bracha sur les choses que tu es déjà quitte. Tu n'as plus de mitzvah. Vetsivanu, tu n'as pas un tzivou, une obligation de la dire 2 fois. Donc si tu l'as lu une fois, tu es quitte, tu ne peux pas redire la bracha. Alors on me demande, alors si c'est comme ça, pourquoi fait-il que je puisse faire la bracha sur la deuxième? Eh bien, la raison essentielle, c'est que on s'appuie sur de nombreux poskim qui pensent que dans la mesure où le hidur mitzvah, c'est-à-dire allumer plus qu'une, et comme j'ai longuement expliqué au début du shiur, par le fait que Dieu a fait un miracle pour qu'on fasse plus que le din, d'après le din strict, on aurait pu allumer avec de l'huile impure, et Dieu a fait un S pour qu'on allume avec de l'huile pure. Donc c'est un S qui est rien que pour un plus, un top, un hidur mitzvah. Donc d'après de nombreux poskim, ce hidur mitzvah devient en soi quelque part une mitzvah en soi, une mitzvah bifnei atzma. Et donc, pense à le Shatemet, il y a d'autres beaucoup, et dire, ouais, bon, je ne vais pas citer beaucoup de poskim, et d'ailleurs des divukim dans les Rishonim aussi qui pensent comme ça, bien avant les Acharonim, dire que oui, on peut faire une mitzvah sur le hidur mitzvah, c'est très très beau. Attention, hein, je limite ce que je suis en train de vous dire. Une personne, disons, qui aurait mis les tefilines le matin, ou je ne vais pas prendre le cas des tefilines, c'est un petit peu différent, mais disons, une personne qui a un arba minime. Il a fait la tefila avec sa arba minime, et puis on lui amène l'herba minime du rabbi. Plus beau, il n'y en a pas.
Alors, il dit, bah, je vais refaire la bracha. Mais non, tu n'as pas le droit. Mais pas possible. La bas du rabbi, c'est tout. Oui, c'est tout. Mais tu es quitte, dans la mesure où tu es quitte de cette mitzvah, c'est une très bonne chose de prendre celle du rabbi, mais dans la mesure où tu es quitte, tu ne peux pas refaire la bracha. Refaire la bracha, ça veut dire Tivanu, il m'a ordonné de maintenant, Hachem ne te demande plus rien. Dans la mesure où tu as fait la mitzvah, Hachem ne te demande plus rien. Tu ne peux pas dire la bracha que Dieu m'a ordonné de. C'est fort. Ouais. Donc, de manière générale, dans les autres mitzvot, il n'y a pas un concept comme ça qu'on puisse faire une bracha parce qu'on est passé de moins bonne qualité à meilleure qualité. Ça n'existe pas. Par contre, dans Hanouka, oui, d'après de nombreux poskim, le Hidur Mitzvah, le plus, le fait qu'au lieu d'allumer un, j'allume deux, etc., le fait que j'ajoute, eh bien, ça appelle une bracha. C'est une des raisons d'ailleurs, tout à l'heure au début du jour, j'ai dit qu'une femme qui allumerait chez elle, dans sa maison, et que le mari n'est pas loin, ça existe aussi que sur le Icar de la mitzvah, hein, elle peut acquitter son mari même s'il n'a pas assisté à l'allumage. Mais le mari, s'il est à l'hôtel, par exemple, c'est un chochet qui est un peu loin, il y a une choutarama entre les poskim qui dit s'il peut allumer là où il est, pourquoi? Parce que c'est pas moins que Hidur Mitzvah aussi. C'est-à-dire, il est quitte par l'allumage de sa femme. Oui, sa femme l'a allumé, il y a une mitzvah tagouf, il y a une obligation d'allumer. Cette obligation d'allumer, elle a été accomplie par la femme chez lui dans sa maison. Maintenant, il veut rallumer dans sa chambre d'hôtel, il me dit Hidur Mitzvah, faire mieux, faire plus. Comme le mina que nous avons, indépendamment de l'allumage du papa, les enfants, les garçons, ils allument. Hidur Mitzvah. Et d'après certains, ils sont déjà quittes par l'allumage des parents. D'après certains, pas tous, mais. Et malgré le fait qu'ils sont quittes par l'allumage des parents, ils peuvent eux-mêmes allumer. Midi, Hidur Mitzvah. Ouais. Donc, de même que le mari peut allumer alors qu'il est déjà quitte par l'allumage de sa femme, grâce au fait que c'est un hidour, de même, celui qui a allumé la première bougie et il est quitte de cet allumage, comprenons bien, il est quitte par cet allumage, il peut faire la bracha sur la deuxième, parce que la deuxième, c'est un hidour, et sur le hidour de Hanouka, c'est en soi une mitzvah, et donc, voilà, c'est très très beau. Pas tout le monde est d'accord là-dessus, mais en tout cas, c'est un psak. Le psak, je donne, il est vrai, c'est un Rabbi Kivaguer, c'est ramené dans Mishabura, il peut le faire. Bon, le Rabbi Kivaguer apporte d'autres svarot aussi pour dire qu'on puisse faire la bracha sur la deuxième. Je vous le dis rapidement, hein, je ne veux pas embrouiller, ça devient un peu pile-poule. Il dit que la mitzvah d'allumer les bougies Tranouka, ce n'est pas une usage ponctuelle comme l'herba minime. Une fois que je l'ai faite, alors c'est fini, on est quitte et il n'y a plus rien. Comme on est censé la laisser brûler pendant une demi-heure, donc la demi-heure qui suit, c'est comme le hemcher. Ça ressemble à la mitzvah de tefillin. Vous savez qu'on a mis les tefillin sans bracha. Au bout d'un quart d'heure, on peut faire la bracha. Pourquoi? Parce que je ne fais pas la bracha au bout d'un quart d'heure sur le fait, le premier quart d'heure de la pause de tefillin. Ça non, c'est perdu. Je ne peux pas faire la bracha. Mais par contre, je peux faire la bracha parce que les tefillin, tant qu'ils sont sur mon bras, je fais encore une mitzvah. Donc, je peux faire sur ça une bracha. De la même manière, l'allumage est bougé dans la demi-heure de Chiyuv. S'il y a 5 minutes sont passées, il me reste 25 minutes, on va dire. Et bien, les 25 minutes, c'est encore une mitzvah sur les 25 minutes qui sont en train de s'écouler. Nous dit Rabbi Kiveger, on pourrait faire la bracha. Donc, il fait le tsirouf de toutes ces svarot et d'autres choses aussi pour dire qu'on peut le faire. Donc, le psak que je dis, de toute façon, c'est un psak admis. On a oublié de faire la bracha sur la première, on fait sur la deuxième. Voilà, vous voyez, c'est une petite chéla, mais qui fait appel à tellement de notions. C'est extrêmement intéressant, ces choses-là. Vous dites que Hanouka, c'est vraiment quelque chose de très, très vaste. Je voudrais finir avec une halakha qui arrive fréquemment. Imaginons, dans toute la famille, c'est une famille, on a cette chose-là. Vous avez, on va dire, une fille. Les filles m'ont demandé ça, les filles du bête m'ont demandé, voilà, tel jour, jeudi, je vais dormir chez ma copine et on va faire l'allumage avec ses parents. Je ne serai pas chez moi. Comment je fais pour l'allumage? Je ne suis pas à l'allumage de mes parents. Quoi faire? Alors, je vais décomposer cette chaîne-là en deux choses. Je vous ai expliqué que il y a un chiyuv bagouf. L'histoire Hanouka, elle a deux halakim, elle a deux parties.
D'abord, un chiyuv, c'est-à-dire qu'une obligation sur mon corps doit allumer. Je dois allumer, je dois faire un acte d'allumer. Au-delà de toutes les cabanotes à voir, je dois allumer. En général, on fait cela à la maison, c'est le père qui allume et il acquitte sa famille. C'est notre chadia. On est battel au père, tout le monde allume. Et cela, c'est aussi vrai, même si on n'a pas assisté à l'allumage. Donc, cette fille en question, elle est chez une copine, son père allume à la maison, il acquitte sa fille de la mitzvah de chiyuv hagouf. C'est considéré comme si la fille a allumé elle-même. Mais il manque quelque chose quand même. Encore une fois, c'est des discussions, tout ce que je vous dis, c'est Marcoquette, le Mordechai, le Rashba, bon, c'est des pilpoulim. Mais pour de nombreux postim, il lui manque quelque chose. Il manque Birkat Haroé. Une personne doit se mettre dans une situation de voir une Hanoukia allumée et d'entendre ou de dire soi-même la bracha de Shasanissim, la Votenu, Bazmanazé. Il ne faut pas oublier qu'il faut se rappeler tous les nissim que Dieu a fait. Il faut faire une bracha, il faut sortir des mots de sa bouche, il faut que son corps participe à la chose. Et ça, si elle n'assiste pas à l'allumage de son père, elle est quitte sur l'obligation d'allumer, mais cette obligation de remercier Dieu, ça n'est pas quitte. Alors, comment résoudre ce problème? C'est compliqué. Elle doit assister à l'allumage du papa, du chef de famille de la maison dans laquelle elle passe la soirée, où elle dort là-bas chez sa copine, mais c'est indispensable. Si elle ne le fait pas, il va lui manquer quelque chose. Imaginons par exemple qu'elle ait raté l'allumage de papa de sa copine en question. Là où elle va dormir ce soir, elle n'a pas pu assister, ils ont allumé à 6 heures, elle a assisté à un mariage d'une copine. Je vous dis ça parce que c'est des exemples que j'ai chaque année, j'ai ce genre de questions. Ah, mais j'ai pas, je ne suis pas chez moi, mon père a allumé chez moi, je suis dans la salle de fête du mariage d'une copine, et j'ai pas, la maison où je vais dormir, j'ai pas assisté à l'allumage. Il te manque quelque chose. Il faut que tu t'arranges, c'est pas simple, d'assister à l'allumage d'une personne qui allume, mais qui est méchouillave. On ne parle pas d'allumage public. L'allumage public, c'est très beau, c'est Birchomini mais ce n'est pas un allumage de chiyuv qui acquitte qui que ce soit. Sauf le cas très très spécial dont j'ai parlé tout à l'heure, une personne qui est toujours dans la rue. Donc, il faut bien que ces personnes qui ne sont pas chez elles, un soir de Hanouka pendant l'allumage du papa, du chef de famille, qu'elles s'arrangent pour assister à un allumage d'une personne qui est obligée d'allumer. Copine, amie, etc. Sinon, elle sera quitte de l'image par celle de son père, mais il lui manquera une partie de la mitzvah. C'est d'assister à un allumage et de faire ou d'entendre la bracha Shashanissim pour, bien sûr, si c'est à distance, c'est sûr, l'allumage fait partie intégrante quand même de l'investissement que l'on met, l'investissement physique dans cette mitzvah. Donc rappelez-vous de cette chose-là. Hein. Donc on peut parfaitement ne pas être chez soi pendant l'heure, mais il faut absolument assister à un allumage. Sinon il manque. Si le père allume à 6 heures et la fille elle arrive à 8 heures, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. À la limite, elle n'a aucune solution, aucune. Elle doit allumer elle-même, chez elle. À 8 heures, elle allume elle-même pour pouvoir faire cette mitzvah-là. Voilà. Il y a encore beaucoup de détails. Si ça vous arrive de tel cas, laissez-moi un message ou appelez-moi, je vous donnerai des détails. Parce que vraiment, quelquefois, c'est très, très délicat. Donc, vous voyez la richesse, hein, vous vous rendez compte la richesse de ces lachotes qu'il faut connaître pour. Il y en a d'autres, hein, bon, on n'a que le temps de faire qu'une séance pour cela cette année, mais bon, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, tâchez de plonger dans les livres et d'apprendre tout cela. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Baruch Hashem. Très bien. Bon. Rav Gérard, Zerbi. vous avez appris quelques lachotes ce soir? Donc, là, oui, Baruch Hashem. Donc, lundi, vu que c'est allumage Hanouka, il n'y aura pas cours. À l'allumage de Hanouka la semaine prochaine à 7h30. Il y a les Mifsaïm et tout, je pense que, voilà. Il n'y aura pas de monde, vous pensez? Moi, je pense que généralement, tous les ans, il n'y a pas. Il y Les a pas. gens Bon, sont. alors écoutez, bon, on va dire que donc rendez-vous dans 15 jours. Si maintenant, pour une raison quelconque, il y a plusieurs personnes qui disent c'est dommage, je regarderai Oui, mon calendrier. mais de toute façon, je recevrai des messages et Voilà, vous je attendez vous les messages, mais quand préviendrai. même, il ne Je vous vous cache pas pré- que
Voilà, possible très que très ce soit bien. la réunion familiale annuelle. Vous D'accord, voyez ce que je très veux très dire? bien. Voilà. Merci beaucoup, Rav Ah, Zerbib. Allez, Hanouka Chazak. Sameach à tout le monde. Chag N'oubliez pas Sameach. de Sameach. Bon, Merci. Sameach, merci beaucoup, Rav, et ben, à tout de suite pour Bezrat Hashem, qu'on fera l'allumage tous au Beth Amikdash. Amen. Amen, amen, amen.